3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldier est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Stanislas Bernard nous accompagne également, le président de 21st Capital. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Vincent Chénieux de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Vincent. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Partons peut-être de des messages envoyés par le marché, Valérie, si vous le voulez bien. Alors, on peut refaire la séquence estivale. La douceur estivale, la parenthèse estivale s'est refermée brutalement depuis une quinzaine de jours maintenant. Mais le rebond n'a pas été un petit rebond. C'est quand même un rallye important qui s'est déployé sur 6 semaines consécutives, fin juin, début juillet, jusqu'à la mi-août, avec des performances indicielles de 10, 15, 20% et plus, même pour le Nasdaq aux États-Unis. On a retracé une bonne partie de ce mouvement. Et la question, alors que vous posez d'ailleurs de manière assez brutale ce matin dans votre note du jour, mais début du mois de septembre, un mois historiquement faible, voire négatif sur le plan boursier, avec un gap baissier ce matin. Et donc la question que vous vous posiez ce matin, crash or not ? Oui. Est-ce que c'est un nouveau crash auquel il faut se préparer là, en cette rentrée 2022 ? En fait, j'ai l'impression de lire partout que c'est ce qu'il faut faire. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à mes clients, moi aussi, parce que c'est un petit peu en plus sur ce genre de sujet qu'on m'attend. Si on s'en tient à faire des comparaisons de l'évolution des prix, c'est vrai qu'on a des ressemblances frappantes avec ce qui a pu se passer en 2008, par exemple, enfin, sur un ensemble de sommets de marché déjà connus et identifiés, des bons gros sommets de moyen long terme, avec des figures de retournement, c'est-à-dire des longues phases pendant lesquelles le marché est resté à plat. Par exemple, sur le Nasdaq, on a pu constater l'année dernière que le Nasdaq avait cessé de monter avant les autres indices. Il ne se passait pas grand-chose, ça montait, ça baissait, ça montait, ça baissait. Puis paf, en janvier, ça a carrément décalé à la baisse. Et donc, on a déclenché ces figures. Il y a pas mal de valeurs qui ont quand même perdu, disons, 50% pour l'arrondir, dans ce qu'on appelle les valeurs de croissance. Je schématise vraiment. Et puis après, on a eu ce rebond. Donc. Et maintenant, là, on voit que ce qui est attaqué, ce sont les valeurs que je vais appeler défensives, mais on pourrait les qualifier avec plus de finesse. En tout cas, il y a le secteur de la santé qui est franchement en risque. Ces fameuses têtes-épaules qu'on avait précédemment sur les valeurs technologiques, par exemple, on en a une en ce moment sur le secteur de la santé. On a un triple top sur le secteur alimentation. C'est des figures qui ont pris un an à se former, donc ce n'est pas des trucs qu'on règle en passant. Bon, alors, bien entendu, c'est typique de potentiellement un début de baisse durable et vraiment quelque chose qui peut se retourner à la baisse, et donc je ne peux pas l'ignorer. Et à vrai dire, quand on est gérant, il faut en tenir compte dans sa gestion du risque. Bon. Maintenant, est-ce qu'il faut anticiper le fait qu'on va déclencher ces figures et surtout qu'elles vont donner lieu à de nouvelles accélérations baissières importantes, parce qu'en fait, si tout cela a lieu, j'avais déjà expliqué la semaine dernière que si ces choses étaient déclenchées, à ce moment-là, il fallait s'attendre à avoir des baisses quand même à peu près de 20%, parce que c'est les objectifs qu'on a sur les indices. C'est faire des points encore plus bas que ce qu'on a vu cette année. C'est un crash, en fait. Oui, d'accord, voilà. oui. C'est la saison, c'est le setting. Voilà, bon. Donc, quand on a une lecture des prix, on peut suivre ce type de scénario et on peut anticiper ce type de scénario. Alors, moi, je n'ai pas qu'une lecture des prix, parce que je pense que les prix, ça ne reflète que l'état d'esprit des gens à un moment donné, et les gens ils changent d'avis, et il y a des éléments. Ils peuvent être stressés, ils peuvent être enthousiastes, excessifs. Exactement. Et que bon, il m'est arrivé dans ma carrière un peu longue, assez souvent d'acheter au point haut, de vendre au point bas, etc. Et que j'ai essayé de trouver des moyens d'être un petit peu plus fine que ça dans le temps. Parce que l'analyse technique porte à acheter au point haut et à vendre au point bas. Ça, c'est comme ça. C'est pas forcément très grave au niveau du résultat si on sait bien gérer son risque. Mais enfin, c'est embêtant quand même. C'est mieux de pas se prendre toutes les portes de saloon. Alors, quand on s'intéresse à l'évolution du sentiment de marché,
le sentiment de marché n'a rien à voir avec ce qu'il était au moment de ces sommets précédents. En fait, au moment de ces sommets précédents, on avait un optimisme ambiant qui était assez fort. Et après les premières vagues de baisse, on avait des gens qui s'étaient découverts dans la hausse. Donc le marché baisse et puis on rebondit. Donc quand il baisse, les gens se couvrent. Hop, le marché s'arrête de baisser et il rebondit. Et alors là, on voit l'optimisme ambiant à la réaction des gens dans cette vague de hausse qui suit. Il se trouve que dans la vague de hausse que l'on a eue au cours de l'été, on a eu la réaction absolument opposée. Enfin, c'est ma lecture parce que les données... Parfois, elles ne parlent pas toutes seules, il faut les faire parler. Et moi, je pense qu'on a des investisseurs qui ont mis à profit le rebond de l'été, qui les a surpris. C'est ce que je disais fin juin. Je disais, attention, ce n'est pas le moment que ça baisse. Bon, et donc ça a surpris les gens, d'autant que c'était très ample aux États-Unis. Et a priori, on a eu beaucoup d'achats d'options de vente pour se protéger d'une nouvelle baisse en Europe. Un rallye mal aimé. Absolument, absolument. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins évident. Les données des marchés des options que je privilégie toujours dans ma lecture ne bougent pas sur le S&P. C'est vraiment très, très bizarre. Ça bouge sur le Nasdaq, ça bouge sur les actions. On a plutôt des signes de nervosité sur ces marchés-là, mais ce n'est pas encore extrême. Sur le S&P, ça ne bouge absolument pas. Mais ce qui est tout à fait étonnant et qui est atypique aussi, c'est qu'en revanche, sur les futurs, on a des gérants qui restent encore extrêmement vendeurs de contrats futurs. D'abord, ils ont une position nette qui est vendeuse de futurs, ce qui est exceptionnel, qui s'était produit la dernière fois dans de telles proportions au plus bas de 2008, dans ces zones-là, à quelques pourcents près. Et donc, si on se dit que les portefeuilles actions sont couverts par des futurs, ça veut dire d'abord que les gérants sont baissier à long terme. Parce que quand vous êtes baissier à long terme, vous n'achetez pas des options parce que vous payez une volatilité, vous êtes obligé de changer votre... Plus la baisse dure, plus il faut que vous renouveliez votre position, vous repayez de la volatilité. Donc, ça coûte quand même assez cher, cette couverture de long terme. Donc, quand on est franchement convaincu de la baisse, on se couvre avec des futurs. Donc ça, c'est le premier élément qui me met la puce à l'oreille et je me dis, bon, en fait, sur les marchés d'options, ce que font les gérants, c'est qu'en ce moment, ils reprennent de l'exposition haussière. C'est pour ça qu'on n'a pas ces données qui manifestent de la panique sur les marchés d'options, parce que la panique, elle est sur les marchés de futurs. Enfin, c'est même pas la panique, c'est baissier, c'est rangé. Et en revanche, on joue l'optimisme dès qu'on peut sur les marchés d'options. Voilà. On joue des bear market rally, quoi. On joue des bear market rally. C'est un peu ça l'idée, absolument. La stratégie que vous décrivez. Exactement. Voilà. Alors, ce bear market rally, donc là, on repart dans le bear market, mais on n'a pas non plus, comme les gens sont couverts, jusqu'où est-ce qu'on va aller en dessous des précédents plus bas? Normalement, on ne doit pas aller très très loin. Peut-être même qu'on va s'arrêter avant, ou peut-être qu'on va aller un petit peu plus bas, mais ce que je vois sur les prix, qui semble être un scénario très dangereux, en fait, ça m'étonnerait que ça soit ce qui puisse se réaliser parce que les positions sont prises pour une baisse relativement longue et profonde. Et le fondamental est négatif partout. Enfin, je veux dire, si on a plus de croissance, on a plus de hausse de taux, c'est pas bon. Si on a moins de croissance, on a une récession et on a des problèmes sur les profits des entreprises, c'est pas bon non plus. Donc, c'est difficile d'avoir... Là, c'est quoi? C'est une séquence qui dure... quelques jours, quelques semaines, c'est sur quelques mois. Le test de ces niveaux clés qui déclenchent la baisse, etc., c'est plutôt sur les 2 premières semaines de septembre que ça va se jouer. Puis après, si j'ai raison, d'ici 2 semaines, on fait un point bas, puis on repart à la hausse. On reste dans un range. Et puis si j'ai tort, ça baisse bien. Ça Donc, change, à court terme, de scénario. À court terme, il faut rester avec le pied sur le frein, mais il faut réagir très très vite là. Il faut être très tactique dans ce... Voilà, il ne faut pas s'endormir sur sa couverture en se disant ok, ça y est, on commence à voir les signaux que ça va dans le sens que j'anticipe parce que rien ne va. L'été nous a montré qu'effectivement, il faut être dynamique dans sa manière de la rotation sectorielle est intéressante. Moi, je vais laisser. Oui, non, mais on va prolonger la discussion. Stanislas, votre grille d'analyse là en cette rentrée 2022, après ces phénomènes de marché techniques, psychologiques qu'on a pu décrire.
Alors, bon, moi je confirme qu'effectivement, nous adoptons également une gestion assez tactique, c'est-à-dire qu'on a des couvertures qui ont eu tendance à augmenter en août. Pour illustrer ça, si je regarde notre fonds patrimonial exclusif 21, il a un niveau de couverture qui est très élevé puisqu'on est à plus de 50% couvert. Bon, nous on regarde les marchés de manière assez classique, c'est-à-dire que si on regarde la valorisation des marchés, contrairement à ce qu'on a eu à la veille de crash en 2008 ou 2000, on est sur des valorisations qui ne sont pas du tout des niveaux de surévaluation. Même en mettant une prime de risque à 3,5, ce qui est assez élevé, puisqu'on l'a fait varier entre 2 et 4. Donc on est à 3,5 aujourd'hui, quand on la met à 3,5 compte tenu des risques. Compte tenu des résultats qu'on a eus et du consensus, alors à moins que le consensus se trompe complètement, et en intégrant les niveaux de taux actuels, on est sur des valorisations, surévaluation autour de 10%. En Europe ? Oui, en Europe globalement sur les marchés, sachant que pour nous le signal baissier c'est au-delà de 20%. Et honnêtement, les marchés fluctuent, donc plus ou moins 10, ça n'a rien d'alarmant. Oui, c'est la vie normale des marchés actions. Oui, par contre, ce qu'on a du mal à voir, c'est des bonnes nouvelles qui nous incitent à acheter le marché. Des bonnes nouvelles qui feraient franchement remonter le marché à des niveaux qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Nous, on voit que des mauvaises nouvelles. Et puis si on creuse un argument, en fait, ah oui, j'ai oublié celle-ci, c'est une autre mauvaise nouvelle. Oui, ça devient même dur de faire la liste, je le confirme. Alors, ce qui est sûr, c'est que le contexte a changé. On est dans un environnement de hausse des taux durable. Et c'est vrai qu'on disait don't fight the Fed. Alors quand la Fed vous dit qu'elle va baisser les taux, faut pas jouer contre. Non. Et plutôt être long marché. Et là, la couleur est annoncée. Donc don't fight the Fed. Donc si c'est le cas du coup, on a intérêt plutôt à considérer que la hausse des taux n'est pas finie. Et ça, c'est un vrai. On n'a plus le vent derrière nous, on a le vent devant nous. Donc ça change quand même beaucoup de choses du point de vue de la gestion. Et peut-être qu'effectivement, on a basculé dans un bear market. C'est pas impossible. On a vu quand même des moins 20 picots creux sur le premier semestre. Techniquement, on est effectivement rentré dans un bear market. Et le rebond de l'été ne suffit pas à en sortir peut-être. Ouais. Sur les résultats d'entreprise, parce que c'est un point quand même central, on va parler effectivement des sujets énergétiques et autres, mais oui, les résultats du T2 ont été de bonne facture, je ne sais pas comment vous les qualifiez, Stanislas. Alors, il y a cette question du consensus, effectivement, et des attentes bénéficiaires pour la fin de l'année, mais aussi pour 2023, parce que c'est un horizon quand même naturel pour un investisseur de regarder un peu 6 mois devant lui. Qu'est-ce que vous dites de ce consensus qui reste positif Sur ces résultats, on pense que c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'en fait, la hausse des chiffres d'affaires qu'on a eue, c'est l'effet inflationniste. Mais on n'a pas vu beaucoup l'impact sur la hausse des coûts. Donc je pense qu'il y a peut-être un effet de retard. Et on aura peut-être de mauvaises surprises en octobre, lors de la publication du T3. Et ça pourrait être un déclencheur peut-être d'une nouvelle baisse des marchés. Ça, c'est pas impossible. Mais pour moi, ce qui a fait monter les marchés, c'est les anticipations de taux. À un moment donné, on a vraiment cru qu'il y avait un pic d'inflation aux États-Unis, puisque les chiffres étaient un peu meilleurs qu'attendu, et que finalement la Fed allait peut-être commencer à nuancer ses propos. Et c'est ça qui a fait quand même monter les marchés, plus les résultats. Et ça, c'est mort et enterré depuis la semaine dernière et Jackson Hole. Nous, on pense que là, c'est clair, la Fed va monter ses taux de 3/4 de point à la prochaine réunion, et peut-être la BCE aussi. Oui. D'où la hausse des taux longs qui a suivi, des taux courts à 2 ans. Et donc effectivement, ça a calmé net les ardeurs des investisseurs. Le 2 ans allemand est retombé à 25 BP cet été, dans le rallye du mois de juillet. Alors effectivement, le narratif qui allait avec, c'était la BCE ne pourra pas en faire autant que la Fed. Et puis de toute façon, la Fed, si elle est au taux neutre, l'histoire après le taux neutre du resserrement monétaire aux États-Unis sera sans doute un peu différent, le fameux pivot dovish. Tout ça est balayé depuis quelques jours. Vincent, vous êtes d'accord ? Oui, je crois que ce qu'on a connu de mi-juin à mi-août, c'est un marché qui escalade le mur des inquiétudes. C'est-à-dire, il y avait tellement de mauvaises nouvelles dans les prix, aussi bien en termes de perspectives économiques que de hausse des taux des banques centrales, et les positions des investisseurs extrêmement prudentes, défensives,
qu'effectivement, on a connu un rebond. Ces espoirs de pivot des banques centrales qui ont alimenté ce rebond ont clairement été douchés à Jackson Hole. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit, je ne crois pas à un crack. Pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, les valorisations ne sont pas extrêmes. Si je regarde les multiples du MSCI Europe, Euro, on est autour de 11. C'est relativement bas déjà. Et puis encore une fois, les investisseurs sont toujours positionnés de façon prudente. Donc je ne crois pas à un crack. Mais effectivement, on a des nouvelles qui sont très maussades, une situation particulièrement inquiétante en Europe. Je pense qu'on a eu un premier semestre où l'économie a très bien résisté, ce qui explique en partie la bonne tenue effectivement des profits. Oui. On a révisé les chiffres de croissance du T2 à la hausse en Allemagne, en France. Absolument. Mais par contre, le second semestre sera beaucoup moins vigoureux avec éventuellement des PIB négatifs. Alors on pourra peut-être éviter au troisième trimestre parce que la saison du tourisme a été bonne, mais très clairement, l'économie en Europe va se dégrader. Si on revient sur les earnings, sur les profits, on a aujourd'hui une sorte de découplage entre les PMI, dont vous avez parlé en début d'émission, qui sont plutôt à la baisse et maintenant en dessous de 50 pour le manufacturier, et les révisions de profit. C'est un découplage qui est assez inhabituel. Alors, on peut l'expliquer encore une fois. Bonne tenue du PIB au premier semestre, les valeurs énergétiques, effectivement, qui enregistrent des profits très forts, l'effet dollar, qui également gonfle les profits en Europe. Mais tout ça va s'estomper. Et donc, je crains qu'on ait des révisions à la baisse des profits. Quant aux multiples, à la valorisation, comme j'ai dit, elle est déjà assez basse, mais elle peut encore baisser dans un contexte d'incertitude de politique économique extrême et de risque de politique économique extrême. Je crois qu'on peut dire que les banques centrales sont en situation de panique, très clairement. Si la BCE qui prépare le terrain pour 75 points de base la semaine prochaine, pour vous, il y a une forme de panique dans la manière dont la BCE gère sa séquence de resserrement monétaire, partant déjà d'une première surprise en juillet de 50 points de base, qui n'était pas ce qui avait été signalé ouvertement une semaine ou 15 jours avant par Christine Lagarde elle-même. Oui, alors je rappelle qu'en novembre, Mme Lagarde nous disait encore qu'on n'aurait pas de hausse de taux selon toute probabilité en 2022. Oui, mais le marché était d'accord avec ça aussi. Vincent, je veux bien tout mettre sur Christine Lagarde. Non, les événements, évidemment, la guerre en Ukraine était extrêmement difficile à prévoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des banques centrales qui quand même naviguent à vue et qui aujourd'hui font face à un choc inflationniste qui est assez effrayant. Je parlais tout à l'heure du découplage entre les profits et les PMI. Soit effectivement les entreprises ont du pricing power, sont capables de monter les prix, auquel cas on va avoir une inflation qui persiste, et des banques centrales qui doivent aller bien au-delà de la neutralité, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés, soit effectivement les profits vont commencer à flancher. Et donc c'est une situation extrêmement difficile. Aujourd'hui, les banques centrales ont délivré un message très clair à Jackson Hole. Quel que soit le coût en termes de croissance, il faut casser cette inflation. Et donc elles sont prêtes à agir de façon très vigoureuse. Et effectivement, il ne faut pas lutter contre ça. Je pense qu'à terme, ça place le marché dans une situation de grande fragilité. Ne pas détruire l'inflation aujourd'hui, c'est accepter un coût encore plus important sur la croissance de demain. Et donc, une récession qui arriverait aujourd'hui n'arrêterait pas les banques centrales. Voilà. Et je crois qu'on n'a quand même pas complètement oublié, malgré une période très longue de sous-inflation, d'inflation très basse, on n'a pas oublié les risques associés à une inflation trop forte en termes de performance économique de moyen terme. Quelle que soit la nature de l'inflation, parce que c'est un débat qui n'existe plus. Alors, le niveau de l'inflation, effectivement, a complètement occulté ce débat sur la nature du choc inflationniste, et je le comprends, à 9-10% d'inflation, il est sans doute pas temps de perdre du temps, justement, à discuter. Mais quand même, je veux dire, j'ai regardé encore à travers l'inflation zone euro. C'est guidé par l'offre. C'est un problème d'offre, en grande partie quand même. Ouais. C'est dur pour la politique monétaire de casser la demande. Il faut casser énormément de demandes quand on fait face à un choc d'offres. Oui. C'est une situation inextricable. Les banques centrales ont assez peu de prise sur l'offre, en effet. Donc, elles sont dans une situation inextricable. Mais néanmoins, on sait que l'inflation persistante est source de faiblesse économique à moyen terme. Les banques centrales ne vont pas l'accepter. En fait, le risque sur cette inflation, c'est que
c'est qu'elle commence à déclencher une inflation de deuxième tour sur la hausse des salaires, et compte tenu de l'emploi qui est quand même à un niveau très élevé, même en Europe. Oui. On est à 6,5, on était à 8,5 de taux de chômage il y a un an et demi. On est au plus bas historique en taux de chômage en donc, Europe. Les chiffres ont été publiés ce matin. Le risque, en fait, si les banques centrales n'agissent pas, c'est que l'emploi continue d'être actif et dynamique, puisqu'il faudra un peu de temps pour qu'il se retourne, et que les hausses de salaire autant entretiennent l'inflation, et que là, on n'arrive plus à la maîtriser du tout. Ça peut être un vrai risque. Et puis l'autre point, c'est que je pense qu'aucun banquier central n'a connu de tel chiffre d'inflation. Donc je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise. Quel type de réaction vous aurez ? Parce que moi, c'est ça qui m'intéressera beaucoup jeudi prochain. Le 75 points de base est déjà écrit. Moi, j'ai pris le pari. Donc voilà, je pars du principe qu'elle fera 75 points de base. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le marché va réagir. Par exemple, sur l'euro. Est-ce que c'est haussier euro ? Est-ce que c'est un soutien pour la devise ? C'est quand même ce que cherche indirectement la BCE quand on fait face à un choc d'offres et d'inflation importée. Est-ce que ça peut aggraver encore la situation de l'euro face au dollar ou face à d'autres devises ? C'est une question, mais... C'est pour ça qu'en fait, la Fed a un travail plus facile, je trouve, que celui de la BCE, parce qu'elle bénéficie du dollar, qui est quand même très fort et qui va maîtriser les pressions inflationnistes. Mais en Europe, c'est un problème. Alors, on voit quand même qu'a priori, l'euro-dollar s'est redressé, c'est-à-dire qu'on a vraiment cru à un moment donné, on passe la parité, on va aller à 0,75. Ouais. Et en fait, il tourne autour de la parité depuis qu'on a annoncé que la BCE allait peut-être faire 0,75. Donc, il y a peut-être un point d'inflexion, en tout cas autour de la parité. Mais ça ne suffira pas pour faire remonter au-delà de la parité. Hein. La réaction de marché va être intéressante quand même la semaine prochaine. Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que ça soulage les investisseurs, 75 points de base, ou est-ce que ça les inquiète de voir une BCE qui tape aussi fort à l'aube d'une récession, sans doute en Europe ? Pour le moment, sur les marchés obligataires, c'est sûr pour le coup, les tendances sont assez baissières. C'est un peu tôt pour se dire qu'il faut se mettre en face. Mais moi, j'ai encore regardé des graphiques dans tous les sens, taux réel, taux long, taux court, etc. Je ne vois pas la corrélation entre les actions et les taux. Excusez-moi, messieurs, j'ai suivi... Non, elle change. Oui. Non, mais il y a toujours une corrélation, mais sauf qu'elle change tout le temps. C'est que n'oublions pas qu'il y a un dernier chemin, qui est les taux montent et les actions aussi. Ce qu'on a vu sur 15 jours au mois d'août. Les taux, le marché obligataire a commencé à corriger début août, et le marché action, lui, ça peut se produire sur des périodes beaucoup plus longues, parce que ça s'est produit dans le passé sur des périodes de quelques années quand même. Alors il faut rappeler peut-être un petit peu pour les gens qui ne vont pas... Moi je suis une maniaque des vieux graphiques. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on joue beaucoup avec l'élasticité, c'est-à-dire qu'au jour le jour, quand les taux montent, les actions baissent, mais elles vont baisser moins que les jours où les taux arrêtent de baisser, arrêtent de monter. Les actions vont beaucoup plus remonter. Donc on a ce décalage qui petit à petit fait qu'on a deux courbes qui vont travailler. Donc si c'est les taux et les actions qui vont travailler dans le même sens, ou si c'est les obligue en sens opposé. Et c'est quand même tout à fait un scénario qu'on peut voir se déployer à partir de l'automne. Donc si on évite le scénario crash, on peut avoir cette corrélation avec une poursuite de la remontée des rendements et des actions. On peut avoir des périodes d'éclaircie sur les actions qui correspondent à des périodes où on n'a pas des tensions peut-être trop surprenantes sur les résultats des entreprises. J'ai bien surprenantes parce que à partir du moment où c'est anticipé, c'est dans les prix, on est couvert. Mais si on a une bonne visibilité sur les profits des entreprises, on se retrouve après à comparer un risque action et un risque obligataire, et donc les actions regagnent un attrait relatif. Et dans ce genre de configuration, moi, ma référence... Non, mais dans ce genre de configuration, c'est quoi ? C'est les banques, la value qui monte, c'est ça en théorie ? En théorie, oui, mais bon, moi, je sais pas. Je suis pas sûre que... C'est trop compliqué parce que de toute façon, ces indices de style, c'est un indice quant, les composants changent dans le temps. Donc, c'est pas des choses qui sont très fiables à utiliser.
avec mon approche, hein, donc je ne suis pas à l'aise là-dessus. Mais en tout cas, qu'il y ait un changement sur les corrélations obligation, et donc la référence qu'il faut avoir en tête, c'est quand même la période des années 70, bien entendu. Alors, est-ce qu'on se situe dans les années 66, 69, ou est-ce qu'on est déjà sur la période 72, 73 ? En fait, je ne sais pas, mais je pense que ce mouvement inflationniste, bien entendu, c'est quelque chose qui remue tout en profondeur, que les marchés actions américains, ils ont énormément monté parce qu'on a eu énormément d'argent, c'est-à-dire des taux qui étaient extrêmement bas, et que cet univers de taux bas est terminé. Maintenant, l'argent, il faut le mettre quelque part. Ouais, j'entends. L'épargne, il faut la placer quelque part. Donc, historiquement, quand on est face à des périodes de revalorisation complexes, c'est plutôt le plat qui domine comme figure. Mais le plat, la difficulté, c'est que au début du plat, ça peut faire 20% entre le plus haut et le plus bas, mais souvent, il y a un moment où ça fait moins 50. Bon, est-ce que c'est au début de la conso, est-ce que c'est au milieu ou est-ce que c'est à la fin ? En fait, chaque conso est différente. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très tactique. C'est que il faut... Moi, quand j'entends ça, le premier truc que je me dis, c'est... Non, mais en fait, voilà, je me dis, quand j'entends ça, Valérie, il faut être très... Je me dis, voilà, pour un investisseur particulier... C'est l'horreur. Mais c'est l'horreur. Faut regarder ça, quoi. Oui, bien sûr. Faut être dedans, parce que voilà, si vous faites le choix d'être investisseur, action, il faut jamais être totalement en dehors du marché, mais faut pas s'amuser avec les grands investisseurs période. américains qui ont fait fortune et qui ont écrit des livres qui se sont vendus comme des petits pains, ils ont tous commencé dans ces époques-là des années 70. Ils ont acheté quand ça s'effondrait, et puis quand ça rapportait beaucoup, ils vendaient, quoi. C'est vraiment la gestion microéconomique de base, contrarienne. Vincent, vos commentaires, puis je veux qu'on parle un peu de la crise énergétique aussi. Oui, bon, en l'occurrence, je pense quand même que le marché est très focalisé sur le pivot de la Fed. Ce qui a largement contribué au rebond cet été, c'est cette histoire de pivot, une Fed qui devienne moins agressive. Encore une fois, ces espoirs ont été déçus à Jackson Hole. Donc je pense que le taux, quand même, sera une composante importante pour les marchés d'actions. Aujourd'hui, le marché anticipe un pic des Fed Funds autour de 4%, début 2023. Est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que la Fed, encore une fois, doit aller bien au-delà pour casser l'inflation ? Je crois que c'est la grande question. Je pense que le rebond des marchés d'actions se produira quand effectivement on connaîtra une inflexion de la Fed qu'on prévoyait à l'automne, du fait d'une inflation qui commence à baisser aux États-Unis et d'une activité qui va se dégrader. Là, du coup, je crains que ce soit un peu plus tard, ou en tout cas dans la dernière partie de l'automne. D'abord parce que le PIB américain va être plutôt bon au troisième trimestre, une configuration très différente de l'Europe. L'Europe a bien résisté au premier semestre, alors que les États-Unis ont connu des variations de PIB négatives. Mais là, très clairement, le troisième trimestre s'annonce meilleur aux États-Unis. Et l'inflation n'aura pas assez baissé. Donc je crains que ce pivot de la Fed ne vienne plus tard. Mais je crois que ce sera un marqueur important pour le marché d'actions. Le marché va y revenir. Là, l'histoire est, pour l'instant, je disais, morte et enterrée, mais sur les marchés, ça change très vite. Mais 2023, enfin, cette histoire du pivot, elle restera quand même un trigger important pour les marchés. Sur la crise énergétique, donc, on a vu quand même, bon, c'est des marchés tellement dysfonctionnels, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le prix du mégawattheure en Allemagne ou dans d'autres pays européens, là, en 3 jours, a divisé par 2. Parce qu'on a appris que les cuves de stockage étaient pleines à plus de 80%, donc un peu en avance sur le programme habituel. Pour autant, Nord Stream est fermé et peut-être ne rouvrira pas, ou en tout cas avec un flux proche de zéro. Quand on fait les maths de tout ça, il y a une chance possible encore qu'on passe cet hiver sans rupture générale. Enfin, quand je dis rupture, une vraie rupture d'activité économique qui se verrait sur le plan macro, Vincent ? Bon, d'abord, les prix, effectivement, ont été divisés par 2, mais bon, c'est extrêmement volatile. Il reste quand même 4 à 5 fois plus élevé qu'en début d'année. Donc, malheureusement, nous souffrons d'une crise énergétique en Europe. Je crois que la situation reste très difficile parce que, malheureusement, on n'a pas de perspective d'amélioration sur la crise en Ukraine. Donc, la question de l'énergie est extrêmement compliquée. On a cette réunion européenne le 9 septembre pour discuter du mécanisme de fixation du prix, notamment, qui est une question extrêmement complexe. Je crois que malheureusement, l'Europe est dans une situation de faiblesse structurelle. On a voulu réduire
le poids du nucléaire. Mais ce faisant, on s'est rendu encore plus dépendant de la Russie. Et on sait que le prix de l'électricité dépend du coût marginal de production, donc du prix du gaz. Donc on est extrêmement dépendant de la Russie. Et tant qu'on ne voit pas de l'amélioration à ce niveau-là, on peut craindre que les tensions persistent. Et c'est un boulet véritablement économique pour l'Europe. Et on a un effet prix qui clairement est très important puisque les entreprises ne peuvent pas le supporter, donc ça affecte la production. On a également un grave problème de pouvoir d'achat qui se crée. Et puis on risque d'avoir non seulement un effet prix, mais un effet volume avec un rationnement éventuel. Alors, je pense que ce rationnement sera limité parce qu'effectivement on a des réserves qui sont importantes. On a bien avancé à ce niveau-là. Donc je ne crois pas à une situation absolument catastrophique cet hiver. D'accord. Mais ce problème va perdurer et c'est un véritable boulet pour l'économie européenne. Oui, alors ça va perdurer jusqu'au moment où on va réformer justement et on va boucher ses trous dans le marché énergétique européen. C'est comme ça que l'Europe fonctionne. On peut être très pessimiste à court terme sur comment est-ce que l'Europe va traverser cet hiver, mais sur le moyen long terme, finalement, alors il y a la réunion des ministres de l'énergie le 9 septembre, le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen le 14 septembre, et la Commission nous dit qu'il y aura des annonces sur l'intention et l'idée de réformer ce marché énergétique, de caper peut-être les prix du gaz dans un premier temps. L'Europe va avancer par rapport à ça. C'est-à-dire, sur le long terme, finalement, ça peut devenir un renforcement aussi peut-être dans la construction européenne. À long terme, très clairement, ça accélère la transition énergétique et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à court terme, le coût est gigantesque. Et je ne crois pas qu'on puisse attendre de miracle de cette réunion du 9 septembre. Le fait que le prix de l'électricité est fixé en fonction du coût marginal de production, économiquement, n'était pas une idée stupide. Donc c'est ça. On fait face à un problème d'offre et on ne va pas résoudre ce problème très rapidement. On sait que les temps sont longs, aussi bien sur le nucléaire que sur l'augmentation de la production du renouvelable. Voilà, le temps est long et donc à court terme, on reste malheureusement en situation de stress. Parmi les nouvelles du jour qui ne sont pas neutres également, Stanislas, ça mérite peut-être un commentaire, le retour du grand confinement en Chine. Alors ça a été Shanghai en début d'année pendant 2 mois quand même, très long. Et là, c'est une autre ville majeure, dans les villes de premier rang en Chine, Chengdu, 21 millions d'habitants, 1,7% du PIB chinois, de l'industrie partout. Oui, c'est un grand centre, c'est un centre industriel important en Chine. Donc effectivement, c'est une mauvaise nouvelle et ça montre que la stratégie zéro Covid ne fonctionne pas. Ce qui n'est pas une surprise, mais c'est clair que ça a un impact et ça contribue C'est une mauvaise nouvelle de plus. Mais les entreprises se sont un peu désensibilisées par rapport à ça, parce que cette histoire de Covid, ça fait quand même 2 ans que ça traîne en Chine, malheureusement pour eux évidemment, mais les industriels qui sont dans les chaînes de valeur imbriquées avec la Chine, ils ont quand même bougé entre-temps. Oui, mais ça a quand même un impact. Et puis paradoxalement, ça a eu un impact immédiat sur le prix des métaux et des matières premières, cette nouvelle, puisque le pétrole est redescendu en dessous des 90. Mais non, c'est une très mauvaise nouvelle, puisqu'on craint une récession en Europe, en tout cas. C'est une mauvaise nouvelle de plus, puisque la Chine est partie encore pour avoir des mauvaises nouvelles sur le front économique. Donc, et probablement, ça aussi, ça confirme qu'on n'a pas fini avec le Covid, parce qu'on a eu tendance à considérer que c'était derrière nous, et c'est pas derrière nous. Pas partout en tout cas. Enfin, en Asie, oui, c'est pas terminé. Avec 16 octobre, le début donc du 20e congrès, la date a été communiquée, qui va durer une dizaine de jours. À un moment, on s'est dit il y aura un avant, un après en matière de stratégie sanitaire, notamment. C'est toujours une idée possible ou On peut quand même s'interroger sur la politique du zéro Covid. Je sais que la question d'immunité de groupe a été remise en question avec les variants, mais quand même, on voit que, je croise les doigts, il nous semble qu'avec les vaccins et le fait qu'une grande partie de la population ait été infectée ou vaccinée, dans le mode occidental, a priori, on est plutôt en voie de sortie de la crise Covid. Je l'espère en tout cas. La Chine a poursuivi cette politique zéro Covid et aujourd'hui, elle en paie peut-être le prix. Oui, enfin, c'est pas sans conséquence sur nous. Oui, mais c'est pas pas sans conséquence sur nous, sur la manière dont nos industries fonctionnent, Vincent. Bien sûr, chaîne de production globale, donc ça a un impact sur l'économie globale. Bon, ceci dit, les signaux pour l'instant est qu'on a plutôt une détente quand même des pressions sur la
chaîne d'approvisionnement globale. Donc, à voir ce que ces confinements en Chine vont impliquer, mais on a quand même plutôt une détente à ce niveau-là. On l'a vu, l'ISM manufacturier américain montre une détente des prix payés, effectivement, des perspectives d'emploi qui sont toujours florissantes, donc des prix qui baissent, l'emploi est toujours bien. Pour l'instant, c'est correct, en tout cas sur le plan de l'économie américaine. Un mot de l'investissement. Alors, je ne sais pas, Stanislas, vous disiez, voilà, le fonds flagship chez vous, patrimonial, est très couvert. Oui, ça dit déjà beaucoup de choses. On est prudent. Ouais. On est prudent et on attend. En fait, on s'attend à effectivement des annonces de taux de la Fed et de la BCE de 75 points de base. Bon, c'est pas encore dans le marché, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur des. Quand on regarde les taux de niveau de probabilité, c'est quoi entre 40 et 60%, mais on n'est pas encore à 100% d'anticipation de 75 BP. Donc, je pense qu'il y a encore des investisseurs qui espèrent 50. Mais au-delà de ça, je pense que ça suffira pas parce qu'on se posera la question effectivement, quid de la suivante et quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc quand arrivera le fameux pivot de la Fed et puis surtout démarre le quantitative tightening de la Fed là fin septembre. 95 milliards en moins dans son bilan. En pleine vitesse de réduction du bilan américain. Tous les leviers du resserrement vont être actionnés en même temps, avec toujours un effet de décalage. Les hausses de taux qu'ils font en ce moment, on verra le plein effet dans l'économie dans les 6-9 prochains mois. Sur l'investissement, Vincent et puis Valérie, pour conclure. Est-ce qu'il y a des opportunités ici et là ? Le terrain de jeu est mondial quand même. Donc, on avait recommandé des positionnements plutôt prudents sur l'été et bon, on était un peu circonspect jusqu'à 15 jours. Voilà, jusqu'à la mi-août. Aujourd'hui, cette stratégie, cette tactique, ça apparaît plus justifiée, plus payante. Non, on garde une sous-pondération sur les actions. Nous avons beaucoup réduit la sous-pondération sur les obligations gouvernementales. Je crois que les taux longs ont déjà pas mal monté. En ligne avec la révision à la hausse des points terminaux des banques centrales. Donc on pense que le potentiel de hausse des taux longs est limité. On recommande de quasiment neutraliser la position en duration. On garde une surpondération sur le crédit investment grade en Europe, qui nous paraît bon marché en termes de valorisation, notamment par rapport au crédit américain. Je rappelle quand même que le investment grade en Europe, l'indice, le rendement aujourd'hui est autour de 3,35. Ah oui. Historiquement, on n'a pas de défaut sur l'investment grade. Alors évidemment, il y a des risques à court terme pour ceux qui sont très sensibles au puis il y a le risque taux dedans. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais voilà, considérant que le potentiel de hausse de taux est limité et que les spreads se sont déjà pas mal écartés, on est plutôt favorable sur le crédit investment grade encore. Plus prudent toujours sur le high yield qui est exposé aux variations cycliques. Et voilà, on est un petit peu inquiet sur le développement cyclique, les nouvelles économiques, et donc plutôt sous-pondéré également des valeurs cycliques. Bon, sur l'investissement, alors je ne sais pas si on reprend la discussion de début d'émission avec vous, Valérie, pour finir. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des thèmes, des histoires géographiques qui sont intéressantes aujourd'hui ? La géographie, pour le moment, ça reste les États-Unis, en se tenant à l'écart plutôt des valeurs technologiques qui restent le risque principal. Les rebonds de 20-30% qu'on a vus là pour des Apple, je crois, a bien rebondi. Oui, mais par rapport aux baisses, alors bon, Apple, elle tient bien, effectivement. C'est les fleurons de la technologie américaine. Le mauvais exemple alors. C'est pas le meilleur exemple, mais quand on regarde les rebonds qu'on a eus par rapport aux baisses précédentes, en fait, c'est très faible. Enfin, c'est très faible. C'est insuffisant pour avoir le même type de signaux que l'on peut avoir sur des secteurs un petit peu, sur d'autres endroits de marché. Non, c'est plutôt énergie, ça vaut le coup encore là, matières premières, oil and gas, ça a été évidemment. Peut-être qu'on peut attendre une semaine ou 10 jours, je sais pas, mais enfin parce que il y a aucune visibilité de court terme et qu'il y a de rares moments où on se dit tiens là. Il y a un créneau, il faut foncer. On a une demi-journée pour tout faire. Et puis, il ne faut pas tenir les positions très très longtemps, idéalement. Enfin, après, ça dépend quand est-ce. Mais non, on est vraiment dans un marché où, idéalement, il ne faut pas être là. Il ne faut pas y être. Quoi. Sur le pétrole, sur le pétrole, un chiffre intéressant, c'est que il y a une forte baisse des dépenses d'investissement dans le forage, puisque c'est devenu
anti-ESG. Oui, bien sûr. Et on commence à voir les impacts. Et j'ai vu une étude intéressante sur le sujet qui chiffrait l'impact de ces défauts d'investissement et de financement par les banques. Ça va être à peu près 5% de moins sur l'offre de pétrole. Et donc, en fait, il va falloir qu'on s'habitue avec un prix du pétrole dans les années qui viennent, mais après ça va s'inverser, mais assez élevé. Un cycle de C'est-à-dire sous-investissement, qu'un ça se pétrole paye à pendant $100, longtemps. ça ne sera pas spécialement choquant. C'est l'objectif de ces politiques ESG, c'est Exactement. d'inciter par les prix à se porter sur des énergies alternatives. Exactement. Si le pétrole est à $30, c'est clair. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Stanislas Bernard était avec nous, le président de 21st Capital, Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments, et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day.